Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans DJ Story. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale car nous ne recevons pas notre invité chez nous sur nos plateaux comme d'habitude, mais c'est nous qui nous sommes déplacés dans ses studios afin de savoir quelles sont ses méthodes de travail et surtout savoir comment franchir le cap de la production musicale lorsque l'on est DJ. Alors, installez-vous confortablement car vous allez voir que notre invité n'est autre que Monsieur Joachim Garraud. Je vous laisse découvrir le sommaire, on se retrouve juste après, à tout de suite. Aujourd'hui dans DJ Story, nous aurons le plaisir de recevoir le DJ incontournable de la scène électro-française, Joachim Garraud. Il nous fera part de son expérience mais nous donnera aussi tous les conseils utiles pour bien se lancer dans le monde de la production musicale. Nous vous emmènerons ensuite dans un centre parisien qui propose toutes sortes de formations concernant les manipulations des différents logiciels en MAO. Et enfin, Joachim vous fera découvrir en exclusivité ce qu'il appelle sa soucoupe volante, son studio personnel où il montrera d'ailleurs le cheminement à prendre pour bien réaliser un track. Et bien comme promis, nous voici donc en présence de Joachim Garraud. Joachim, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On est bien chez moi, tu trouves ça? Impeccable, écoute, en tout cas on est bien assis, on est bien installé. C'est la première fois qu'une équipe de télé débarque avec autant de matériel. Ah ouais? Ah ouais, non, avec les trois camions remorques et tout ça. Là. En tout cas, ça le fait. Bienvenue chez nous. Merci, en tout cas on est très heureux. Je vais retracer brièvement dans les grandes lignes ton parcours, parce que bon, bah, parce que l'émission ne dure pas 3 heures, donc on va être obligé de faire un peu plus court. C'est ça. Alors, bah, déjà, tu es un vrai musicien à la base, parce que tu as déjà, depuis tout jeune, tu avais commencé avec des études en percussion et piano. Exact, au Conservatoire de Nantes, oui. D'accord, donc ensuite, compositeur, remixeur de nombreux artistes, notamment Dim Chris, qu'on a reçu dans une émission précédente, Kylie Minogue, Mylène Farmer, Cassius. Et bon, il y en a plein d'autres, mais également bien sûr David Guetta, pour lequel tu as d'ailleurs également produit le single planétaire Money. Voilà, ça fait partie des 119 je crois chansons que nous avons faites ensemble et coproduit ensemble durant 9 années. En 2005, création du label Fuck Me and Famous Records. C'était la suite logique de la collaboration avec David Guetta, oui. En 2008, ensuite, tu prends entre guillemets ton envol personnel, du moins dans la production de l'album, et tu crées ton premier album, Invasion. Voilà, je sors mon premier album, mais qui était un travail. J'avais commencé cet album-là il y a très longtemps, parce que comme je travaillais beaucoup pour les autres, à chaque fois, je mettais un peu mon projet de côté. Et en 2008, j'ai dit, bon allez, j'ai commencé un truc il y a 5 ans, il serait bien de le finir. En 2010, classé 3e au FG World Top DJ. Alors tu as une meilleure mémoire que moi, mais oui. Non, j'ai Internet. Attends. Non, oui, c'est vrai que j'ai eu quelques récompenses avec différentes radios en France, oui, effectivement. Et ensuite, on ne peut pas passer à côté de la véritable communauté qu'il y a autour de toi, dont le signe est bien sûr le fameux Space Invader, et notamment un véritable marketing, si je puis dire, autour de ça. D'ailleurs, on voit le masque derrière, le petit détail. Enfin, il y a vraiment un véritable univers autour de toi, et c'est, je pense, ce qui fait ta force. Ma force, ce qui fait la différence au départ, quand j'ai recommencé à faire le DJ, je voulais pas communiquer sur mon nom ou sur une photo, donc j'ai communiqué sur un logo uniquement, donc qui était le logo Space Invader, qui parlait bien de la musique que je produisais, c'est-à-dire une musique dynamique, positive, qui vient un peu de l'espace, futuriste, qui correspond à un homme, une femme, un japonais, un américain, un polonais, quelque chose d'universel, comme la musique électronique peut l'être. Et sans l'avoir calculé au préalable, je me suis retrouvé à faire des spectacles devant des gens qui avaient tous mon logo. Mais si tu veux, j'ai jamais menti à ces gens-là. C'est-à-dire que quand j'ai eu cette communauté, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps sur mon forum à répondre aux gens un par un en disant « Ah, toi t'aimes bien tel modèle de pionnier, moi attends, je te conseille celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être DJ, Joachim ?» Tu peux apprendre ça. Tout ce temps passé au sein de mon forum à répondre et puis au sein des médias sociaux avant l'avènement de MySpace ou Facebook et tout ça a fait aussi que j'ai fédéré des gens autour d'une même passion. Alors pour rebondir un petit peu sur ton actualité, donc tu viens tout juste de remixer le tube Partition de Beyoncé. Et j'avais fait avant Drunk in Love aussi, qui était pareil, qui était Beyoncé et Jay-Z. Alors maintenant je voudrais arriver petit à petit sur le thème qui est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Donc pour la Morse, donc on t'a vu récemment dans un reportage qui a été diffusé sur W9 sur le parcours du DJ que tu connais bien, Quentin Mosimann. Oui, exact, oui. Où tu disais donc que ce qui était bien chez Quentin, c'est qu'il savait tout faire. La cuisine aussi. La cuisine aussi. Ça, il ne l'a pas dit. Quentin, si tu le regardes. C'est une blague. Mais je pense qu'il fait la cuisine aussi. Là où je voulais en venir, c'est
Est-ce qu'aujourd'hui, pour réussir sa carrière en tant que DJ, il est indispensable de savoir tout faire et donc, autrement dit, également de se mettre à la production, à produire ses propres tubes? Alors, ma réponse c'est non si tu veux être DJ. Si tu veux sortir du lot, oui. Oui, parce que aujourd'hui, de par Internet, tous les DJ ont accès à la même musique en même temps. Quels sont les moyens de te différencier? Il y a globalement 2 moyens. Le premier moyen, c'est de produire toi-même tes propres sons. Alors tu peux démarrer en faisant tes propres remixes, tes propres mashups, tes bootlegs. Et puis après, l'étape d'après, c'est d'avoir tes propres productions. Et l'étape ultime, c'est d'avoir ton propre son. Quand on dit ton propre son, c'est-à-dire que tu entends un titre, tu dis tiens, ça sonne comme tel DJ. Ça, c'est vraiment l'étape ultime parce que tu as une vraie griffe sonore. Et la deuxième façon de se détacher, de se faire un peu sortir du lot, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de DJ, tous les gens et tous les jeunes qui démarrent et qui quand tu leur poses la question qu'est-ce que tu veux faire comme métier, ils te disent DJ. Dans la grande partie des cas, les gens autour de 13-14 ans disent ouais, moi je veux être DJ. La façon de se démarquer, ça peut être, si jamais tu fais pas ta propre musique, c'est de produire tes propres spectacles. C'est-à-dire faire de la mise en scène, audio, vidéo, laser, synchronisé, c'est-à-dire proposer autre chose. Le show est indispensable. Voilà, proposer autre chose que uniquement un set de DJ. Le fait de pouvoir jouer du clavier, du guitare en direct, tu vois, dans mon clavier sur scène. Le fait de pouvoir utiliser des images vidéo en synchro, c'est-à-dire pas uniquement diffuser du son, mais diffuser de la vidéo, a fait que ça m'a permis, en plus d'avoir mon propre son ou mes propres remixes ou mes propres titres, d'avoir une vraie production différente et d'être différent du DJ résident ou différent du DJ que les gens ont vu la semaine dernière. C'est très bien parce que de toute façon, c'est très bien que tu me dises ça, parce qu'on va y revenir juste après le reportage qui va suivre, qui est un reportage sur un centre de formation sur logiciel bien précis pour justement se mettre à la production musicale. Oui. Donc pour que vous en sachiez un petit peu plus, vous qui peut-être voulez vous lancer dans vos propres productions. On se retrouve juste après le reportage qui vous attend avec une surprise, un autre invité. Et où on est comme ça chez DJ Story. À tout de suite juste après le reportage. Merci. Lorsqu'on compose de la musique comme ça, sur la palette de transport, vous voyez qu'on a ici le tempo, ok. Donc c'est en BPM, on a donc le nombre de bits par minute, nombre de battements par minute. Maintenant, si on veut agrémenter par exemple avec un charlet ou une sorte de petit tom qui arriverait à contretemps, si j'appuie sur Alt pour mettre cet élément et que j'appuie ici, je n'ai pas la possibilité car j'ai un magnétisme sur la grille qui se réfère à cette valeur. Okay ? Donc si je veux mettre quelque chose à contretemps, il va falloir que j'augmente tout simplement la valeur ici de quantification. Le 40e Rugissant propose plusieurs modules de formation. On s'est centré sur les logiciels les plus professionnels. On a Logic, Pro Tools, Cubase et Ableton Live, qui est très utilisé par les DJ maintenant. L'intérêt d'une formation, là, c'est de devenir complètement autonome, à la fois sur la partie audio, donc manipulation des boucles avec la quantification, le warp, enregistrer des intervenants, des musiciens, des chanteurs, etc. Toute la partie MIDI, composition avec les instruments virtuels, les boîtes à rythme, les synthés de base, de nappes, d'ambiance, etc. Et toute la gestion des effets, bien sûr, les automations, faire évoluer les paramètres en temps réel, de manière à apprendre à composer, structurer un morceau complet et être autonome sur le logiciel. Alors, je ne pense pas que ce soit indispensable d'effectuer une formation, parce qu'on trouve quand même énormément de vidéos sur Internet avec des tutoriels, etc. Le truc, c'est que le temps d'apprentissage va être beaucoup plus long. Nous, ce qu'on propose au 40e Rugissant, c'est des formations courtes, qui sont vraiment centrées sur une semaine. Ça fait 35 heures mobilisées pour appréhender le soft, avec que des formateurs qui sont certifiés, que ce soit pour Cubase, on est certifié par Steinberg, pour Ableton Live, on est certifié par Ableton. Donc vous êtes vraiment avec des professionnels qui vont à la fois vous apprendre le logiciel, mais ils vont vous apprendre toute la terminologie qui est propre au logiciel, ce qui est vraiment très important, parce que si vous regardez des tutoriaux sur Internet, et que vous ne comprenez pas ce que la personne dit, personne ne sera là pour vous expliquer.
On a ressenti une hausse des demandes de formation, notamment sur Ableton Live. Les DJ maintenant veulent composer leurs morceaux pour ensuite pouvoir les mixer en soirée. Et Ableton est très adapté pour tout ce qui est composition de musique électronique, faire des remixes, etc. Et les DJ en sont très friands. Nous voici de retour donc sur le plateau de DJ Story avec toujours Joachim Garraud et Antonin qui vient de nous rejoindre. Salut à tout le monde. Ça va ? Surprise du jour. Salut. Antonin qui, je vous le rappelle, enfin vous l'avez sûrement vu dans la première émission de DJ Story, c'était le premier invité. Et bien sûr, pour retracer un petit peu, hein, tu es un spécialiste de la technicité DJ. Très fort. Il est très très fort. Il est très très fort. Tu joues toi aussi à l'international et tu es là pour resituer un petit peu, pour présenter Joachim d'une façon différente de ce que j'ai pu faire. Et tu es pas là pour rien aussi, on t'en dira un peu plus tout à l'heure, on t'écoute. Exactement Tom, je vais essayer de retracer un petit peu comment j'ai connu Joachim, c'est très drôle. J'ai connu Joachim il y a 10 ans pour un événement assez sympathique qui était l'anniversaire du millième fan de son forum, rappelle-toi. Oui, c'était le 25 septembre 2005. Voilà, ça regroupait pas mal de super DJ de l'époque et de maintenant puisqu'ils sont toujours là, comme des gens comme David Guetta, Ralph d'ailleurs qui est ton ami. Oui. La Swedish House Mafia avec Swell, Sébastien Grosso et Steve Angelo. C'est la première fois qu'ils étaient réunis, tous les trois ensemble. C'est la première fois qu'ils étaient réunis ensemble. Il y avait Eric Prydz aussi. Eric Prydz aussi. Et donc. Bob Sinclair qui était Bob là, Sinclair était en invité. Aussi. Antoine Clamaran, ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'était. Alors qui n'était pas là? Non, mais ce qui était sympa dans le délire, et c'est vrai qu'Antonin a raison de dire ça, c'était pour fêter le millième fan sur mon forum et aussi parce que ça tombait à 2 jours de mon anniversaire. Je me suis dit, je vais inviter des potes et on va faire une boom entre copains. Et donc, c'est vrai que j'ai dit, je vais inviter des copains, mais je ne vous dis pas qui va gérer la musique. C'est une surprise. Et donc, j'ai fait gagner 100 places à des gens de mon forum via un concours. Et chaque personne pouvait inviter un invité. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec 200 personnes. L'adresse n'était communiquée qu'au dernier moment par texto. Et donc, au dernier moment, j'envoie un texto à ces 100 gagnants en leur disant rendez-vous à 21h dans un espèce de club de jazz qui était dans le 1er arrondissement. Existe toujours. Où Antonin avait passé l'après-midi à tout régler. Pour la DVJ 1000 ou la DVJ-X1 après la 1000. Et on se retrouve dans une ambiance totalement décontractée parce qu'il faut imaginer que tous ces grands DJ jouent devant 100 personnes dans une pièce qui doit être grande comme celle-ci, tu vois. C'est un truc hallucinant. Et il y a presque plus de DJ que non, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je te cite le line-up, c'est un line-up qui remplit l'Ultra Music Festival à Miami et pour lequel tu peux vendre 100 000 billets. Et la dernière chose sur laquelle j'avais vraiment insisté pour l'organisation de cette fête-là, c'était de dire l'utilisation des téléphones portables est interdite. Vous laissez ça au vestiaire. Parce que je ne voulais pas d'avoir les téléphones comme ça en train de prendre des photos. Ouais. C'était une fête d'anniversaire. Ouais, ça rendait le côté super friendly, quoi. C'était anniversaire. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça se soit renouvelé. Et donc, c'est vrai qu'on s'est connus à cette époque-là. Et c'était notre premier contact. Non. Après, il y a eu des choses comme ça qui se sont faites plus ou moins. Mais malheureusement, l'état d'esprit a un petit peu évolué. Aujourd'hui, c'est très compliqué de réunir tous ces gens-là gratuitement pour 100 personnes. C'est même carrément impossible. Donc une très bonne idée. Je voulais continuer sur les idées que tu as eues. Par exemple, un album exclusif disponible seulement sur le web, un album coffret où on retrouve les titres dans un format bien spécifique, très DJ, très technologique comme tu aimes, en 24 bits 96 kHz. Donc ça c'est encore pour moi attention. Un côté, là il va falloir qu'on décrypte un petit peu. Parce que là... C'est encore un côté marketing très intelligent et très technologique qui me plaît en toi. Pour faire un peu un contre-pied par rapport au piratage, au MP3 que tu peux écouter sur ton téléphone, j'ai dit non, on va pas faire ça. On va faire un coffret que tu peux pas pirater parce que le coffret il est vraiment en dur, tu vois. Et dedans, tu auras donc des rondelles de CD qui te permettront d'aller chercher un fichier en 96 kHz 24 bits. C'est ce que disait Antonin tout à l'heure. Il faut savoir pour ta gouverne, 96 kHz 24 bits, c'est le fichier source, c'est-à-dire que quand on fait de la production dans des studios, comme je vais te montrer tout à l'heure, tu ne travailles pas en MP3. Le MP3, c'est ce que tu as sur ton téléphone, c'est ce que tu as dans ton baladeur, que tu peux écouter. Un titre qui est converti en MP3, un titre de 3 minutes, ça fait 3 mégas. Si tu veux, c'est très léger, tu vois. Un titre, à l'origine, quand il est fabriqué dans les studios d'enregistrement comme ici, il est en 96 kHz 24 bits, c'est un WAV, il n'est pas en MP3 et il pèse à peu près 300 mégas. C'est-à-dire qu'un titre
pèse 100 fois plus qu'un MP3. Pourquoi il pèse 100 fois plus? C'est parce qu'il y a beaucoup plus d'informations, de définitions. Et c'était important pour moi de dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a une miniaturisation et puis une dématérialisation des supports et que maintenant les gens peuvent écouter de la musique compressée à mort en MP3 en mono sur leur téléphone, que nous, la qualité de production a baissé. C'est l'inverse, la qualité de production a monté. Et pour finir, tu as amené donc, le festival Inox qui a lieu à la base à Toulouse, à Chatou, donc près d'ici, donc on va dire à Paris, qui s'appelle Inox Park. 3 éditions ont eu lieu, la 4e cette année. C'est la 5e. 5e édition. Ouais. 5e édition cette année. Ouais. Et si mes souvenirs sont bons, sur la 3e édition, tu nous as fait un show que je rêvais étant petit, un show vidéo 3D. Exact, ouais. Donc encore une fois, tu étonnes tout le monde. Ma question est la suivante, mon cher ami. Qu'est-ce que tu nous prépares? Oui, c'est vrai que show sur la lune. Oui, mais bon, c'est vrai que pour revenir à la production de show, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pour faire la différence, c'était important pour moi de pouvoir produire. Et puis j'ai eu la chance d'avoir quand même des maîtres, des gens qui m'ont appris dans la scénographie, comme Jean-Michel Jarre. Avoir collaboré avec Jean-Michel Jarre pendant des années sur le spectacle en Égypte, c'est incroyable. C'est une source d'information, d'apprentissage monstrueuse, de se dire que tu peux piloter des feux d'artifice, tu peux piloter de la lumière, tu peux aussi piloter des écrans qui viennent s'encastrer. Franchement, ça donne des idées dans le spectacle. Donc tu le montres bien à travers de tout ce que tu viens de dire, que le côté showman était quand même indispensable pour l'épanouissement du côté artistique du DJ. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait également de la production. Il y tient, on va revenir à ça. La production. C'est le thème de l'émission si vous n'aviez pas compris. Hein. Alors, si Hugo, tu es là aujourd'hui, c'est surtout également aussi pour nous parler, pour avoir cité tout ce beau parcours de Joachim, mais également aussi parce que tu es un bon exemple du DJ qui est très doué dans ce qu'il fait, dans la technicité. Est-ce que tu t'y es mis à la production? Voilà. Oui, c'est ça la question. Je m'y mets lentement depuis longtemps, avec des bootlegs, etc. Donc je manipule, je comprends tout ça. Mais donc, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le temps que je fais ça, d'associer des acapellas ou des tools dans le mix, après le fait de le voir sur une timeline, ça semble logique. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, ça ne m'effraie pas. Quel serait justement, aussi bien pour Antonin ici présent que pour tous les DJ qui nous regardent aujourd'hui, quels seraient les conseils que tu pourrais nous donner, les petites astuces pour comment franchir le pas et comment réaliser un bon Moi, morceau? je vais donner un premier conseil qui est pour tout le monde, qui est soyez copains avec l'ordinateur. C'est-à-dire que quand j'ai copain, achetez des bonnes lunettes. Non, mais copain, c'est-à-dire que on peut faire de la musique avec une guitare sèche, on peut faire de la musique avec une batterie acoustique, mais au final, aujourd'hui, dans l'univers DJ, 99,9% des productions se font avec un ordinateur. Donc, je dirais le premier instrument de musique à apprendre, c'est l'ordinateur, même si aujourd'hui, on ne peut pas le considérer dans une gamme classique, dans une famille musicale, c'est quand même un instrument qui sert à faire de la musique, donc ça peut être un instrument de musique. Donc, soyez vraiment potes avec l'ordinateur. Et le conseil numéro 2 que je donnerais, c'est... Ce serait de te suivre, non? Ça sera le numéro 3, ça. Numéro 3. Dans le numéro 2, je vais dire de laisser de côté, de bien choisir pourquoi vous voulez faire ça. C'est-à-dire que si vous faites de la musique en disant je vais être célèbre, je vais m'acheter un avion privé et je vais voyager je vais aller dans les hôtels 5 étoiles et tout ça. Les filles. Et avoir des filles tous les soirs. Non, mais enfin, bref, oui, mais ça, il n'a pas besoin. Lui, il n'a pas besoin de ça. Il est un top modèle, voyons. Non, mais si vous pensez que le fait d'être DJ ne doit mener qu'à ça, il faut laisser tomber. Parce que quand j'ai commencé ce métier de DJ, on était dans des caves, dans le noir, personne ne savait ce qu'on faisait. Personne ne nous voyait, on n'était pas du tout sous les feux de la rampe, on n'était pas du tout en scène. Et j'aimais déjà énormément ça. Le fait d'être sur scène, le fait de voyager en avion privé, c'est super. Franchement, oui, c'est extraordinaire. Mais ça va tellement au-delà du rêve, pour moi, de vivre de ma musique. Donc, le conseil numéro 2, après avoir bien choisi ton ordinateur, c'est de laisser parler ton cœur et de le faire vraiment avec passion et faire la musique que tu aimes et pas dire je vais faire une musique comme lui parce que ça marche bien ou copier comme lui. Et puis le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de me suivre parce que je vais vous emmener visiter mes studios et on va voir un petit peu comment on peut faire de la musique. Ça te dit? Avec grand plaisir. Vous avez du temps là? Oui, vous avez du temps vous derrière. Allez, on y va alors. Suivez-nous. C'est parti. Allez, viens, je te montre. Viens.
Bon, on va essayer ce studio-là. Ah ouais, mais non, alors là, ça va pas le faire, je crois qu'il y a eu quelqu'un. Bon, allez, on va en faire un autre. Tu me suis. Ok, alors on va essayer celui-là. Ah ouais, mais non, ça va pas le faire parce qu'il y a déjà du monde. Bon, désolé les gars. On va essayer un autre. Allez, on va essayer celui-là. Ah, c'est bon. Allez, on s'installe. Bon, bah heureusement que celui-ci était dispo. Bah oui. Il y a du monde. Il y a du monde dans la soucoupe en ce moment. C'est vrai que c'est ici, donc tu es dans la soucoupe. La soucoupe, c'est plusieurs studios d'enregistrement, comme tu l'as vu. Et c'est des studios qui sont occupés soit à la journée, soit au mois et certains à l'année, tu vois, pour des projets. Et c'est aussi des studios que je mets à disposition des gens avec qui je travaille ou des jeunes talents, quelquefois, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour avoir du bon matériel, pour finir la production ou pour partir dans. Voilà, pour finaliser. Donc c'est vrai que je mets les studios à disposition de pas mal de personnes pour différents projets. Mais heureusement, on avait une salle de libre. Ici, donc c'est ton sanctuaire. Ouais, c'est un petit. Alors, comme tu l'as compris, l'ensemble des studios ici est à peu près équipé, à peu près pareil. C'est-à-dire qu'ils ont des bonnes enceintes, des bons retours, bon monitoring et surtout, la pièce est bien isolée acoustiquement pour que quand tu écoutes le son de ton ordinateur, tu n'as pas un son qui vient de l'extérieur ou tu as vraiment une bonne définition du son dans la pièce. Sur quel logiciel tu travailles, toi? Alors, je travaille à 80% sur Live Ableton et 10%, 15% Pro Tools et 5% Logic. D'ailleurs, à peu près combien de temps tu mets? Combien de temps ça t'a pris déjà pour faire on va dire le squelette proprement dit du mix là, Alors, c'est un peu difficile à dire, mais par exemple sur Beyoncé, c'était très rapide. C'était une journée. C'était très, très rapide. Une journée, c'est rapide. Une journée, c'est rapide pour poser toutes les bases du remix. Et après, il faut une deuxième journée pour finaliser, masteriser, mixer, voilà, pour affiner. Et bien souvent, ce qui se passe quand je fais des titres, des remixes, c'est que je fais l'étape 1 de production. Après, je pars en tournée, je joue le titre 2-3 fois. Je regarde un peu quelle est la réaction des gens. Et j'affine. C'est-à-dire que je me dis, bon, le break, il est trop long, les gens, ils s'ennuient, là, tu vois, il faut couper cette partie-là. Donc, je reviens dans le studio ici ou dans ma chambre d'hôtel, parce que bien souvent, je travaille avec ce laptop-là. Et donc, du coup, je remonte la partie qui est trop longue, je vais changer les parties que je veux faire évoluer. Le soir même ou le lendemain, je rediffuse le titre devant un nouveau public et je vois tout de suite la réaction. Donc, quelle sorte de symphonie faut-il créer? Quelles sont les attentes vraiment? Quelque chose de plus rythmé, avec des mélodies quand même qui sera quelque chose de commercial? Pour répondre à ta question, je dirais que d'abord, ils peuvent télécharger la version gratuite, puisqu'il y a une version gratuite qui existe du plugin qui permet de t'entraîner. De deux, c'est de ne pas se calquer sur ce qu'attendent les gens, mais de faire la musique que tu veux faire, la musique que tu aimes, ce que tu ressens, parce que la création musicale, c'est artistique, si tu veux. C'est pas, si c'est calculé et si c'est uniquement mercantile juste pour faire de l'argent, ça sert à rien. Enfin, moi, je pense que tu as très peu de chances d'y arriver, quoi. Oui, bien sûr. Donc, il faut faire les choses que tu ressens. Alors, par exemple, sur ce remix de Beyoncé, là, rapidement, ici en partie jaune que j'ai coloré, tu as la voix. Donc, si tu écoutes la voix tout ça. Tu vois, donc ça, c'est l'élément que je reçois de l'artiste, tu vois. Voilà. Et donc, ensuite, vient, pour les novices, vient s'additionner plein de layers, des couches audio qu'on voit ici avec les différentes couleurs. Par exemple, ici, tu vois, en violet, tu as une basse qui donc est sur la noire, qui fait ton... Alors là, évidemment, il y a un filtre, donc on entend moins, mais on va aller écouter la basse ici, par exemple. Et donc, du coup, quand on fait un remix pour Beyoncé, on additionne les couches. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, je vais faire une batterie comme ça. Donc là, je te fais écouter la batterie seule, qui est en haut, ici, en vert. Donc là, on voit, c'est les snares qui font ici avec une explosion en bleu. Ici,
Et après, une batterie en vert, tu vois. Et donc maintenant, là, si je prends la batterie plus la basse, ici, j'ai une... Alors là, il manque la grosse caisse qu'on appelle le pied, bass drum, que je rajoute ici. Voilà, et après tu peux rajouter des éléments. Voilà. Là j'ai une petite boucle. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on construit des remixes. On empile des couches, un peu comme ferait un peintre avec différentes textures ou des couches de couleurs, tu vois, jusqu'à ce que tu obtiennes un ensemble ce qui est sorti hier. Donc ça, je l'ai fait sur cet ordinateur ici, dans cette pièce ici. Et puis, dernier conseil, choisissez bien les plugins que vous utilisez pour, maîtrisez bien les plugins que vous utilisez pour pouvoir aller choisir assez rapidement et ne pas pas perdre beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de plugins qui sortent tous les jours qu'il vaut mieux que tu connaisses bien tes outils et que tu utilises toujours la même reverb, le même compresseur, le même délai pour aller plus vite, plutôt que d'essayer à chaque fois de télécharger des nouveaux plugins qui, en fin de compte, ne sont que des rééditions de ce que tu as déjà, tu vois. Si tu maîtrises bien un outil, je pense qu'il y a déjà beaucoup de possibilités en utilisant 100% de l'outil que tu as, plutôt que de passer trop de temps sur Internet à aller chercher des nouveaux plugins, quelquefois d'une façon illégale. Optimiser l'outil au maximum. Bien le connaître. Moi, je conseille de lire la doc plusieurs fois. C'est vrai qu'il y a des gens qui lisent jamais la documentation des softwares. Il y a des centres de formation qu'on a vu dans le reportage. Tu ouais. conseilles ça? Ah ben ça, je conseille, oui, je conseille. Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vous dis à très bientôt dans le prochain numéro de DJ Story. Joachim, encore vraiment un grand merci. Puis moi, j'ai vraiment, je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'intention de rester dans la soucoupe. Allez, à bientôt. Salut. Embarquement et décollage. Et n'oubliez pas, de suivre bien sûr les prochains invités de l'émission DJ Story sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, la www.djstory.com. À bientôt. Stay connected.